Bonjour à tous, en direct de Santexpo sur le stand de la French Care, BPI France. Nous sommes ensemble pour réfléchir aux moyens de construire une politique de prévention en santé sur le long terme. Et nous allons maintenant nous intéresser à ce qui se passe au plus proche de nous, sur les territoires, avec notre invité Antoine Malone. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle prospective Europe internationale à la FHF, la Fédération hospitalière française, et vous allez nous parler d'un programme ambitieux, une initiative venue du Québec et que vous avez lancé en France en 2017. Ce programme, c'est la démarche de responsabilité populationnelle. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous définir pour commencer la responsabilité populationnelle ? Merci de l'invitation. En fait, la définition est assez simple, elle se retrouve maintenant dans la loi. C'est l'idée de dire, sur un territoire de santé donné, tous les acteurs de santé sont responsables du maintien en santé des habitants de ce territoire et de la prise en charge optimale de tous les patients de ce territoire. Donc, c'est une définition qui est simple, mais qui reflète en fait ce qui est nécessaire pour notre système de santé. Si on veut avoir un système de santé qui est en capacité à long terme à répondre aux besoins de la population, eh bien, il faut basculer notre système vers un système préventif qui vise effectivement le maintien en santé. Et ça passe par la territorialisation et surtout par un travail commun de tous, des habitants bien sûr eux-mêmes, mais de tous les professionnels de santé pour garder les gens en santé. Le résultat de santé pour une personne, pour une population, ne dépend pas d'un seul professionnel. Pour une personne atteinte de diabète, le résultat de santé ne dépend pas que du diabétologue ou du médecin généraliste. Ça dépend du patient, de ses proches, des infirmières, des pharmaciens, de l'hôpital, de la ville, des collectivités locales, etc., etc. Et donc, la responsabilité populationnelle prend acte de ça, de ce partage de responsabilités dans l'atteinte de résultats de santé. Et derrière, bien sûr, ce qu'on cherche à faire, c'est organiser tout ça. C'est comment on fait en pratique pour mettre en œuvre ce principe. Parce qu'effectivement, du coup, ce que j'entends, c'est qu'il y a tout un écosystème soignant à créer autour du patient ou de la personne à risque, puisqu'on parle de prévention. Aujourd'hui, effectivement, on a des campagnes au niveau de l'assurance maladie qui sont du coup des campagnes nationales. On a les complémentaires santé qui viennent apporter des campagnes de prévention plus ciblées en fonction de leurs adhérents. Et donc là, ce que vous faites, vous renversez la balance et vous dites qu'il faut partir au plus proche des territoires et des besoins spécifiques de ces territoires. Oui, tout à fait, puisque évidemment, les habitants, les populations, les territoires ne sont pas les mêmes. Et une population où des gens, disons, à risque de diabète dans le nord de la France ne sont pas les mêmes et n'ont pas les mêmes facteurs de risque que la même population, les populations à risque de diabète dans le sud de la France. Et les intervenants ne sont pas les mêmes non plus. Il y a des endroits où il y a beaucoup de médecins généralistes, d'autres endroits où il y en a peu, des endroits où il y a beaucoup d'hôpitaux, d'autres endroits où il y en a moins, d'autres endroits où on a des associations très fortes, d'autres endroits où on en a moins. Et donc, c'est prendre acte, en fait, de la nécessité d'adapter au plus finement des stratégies de prévention primaire, secondaire, tertiaire, et on va le voir, à la réalité de chaque territoire, de chaque population, mais aussi à la réalité de l'offre qui existe sur chacun de ces territoires. Alors, ça c'est pour la définition, et on comprend bien, et ça va aussi dans le sens de la définition de la santé par l'OMS, qui est de dire la santé c'est un état complet de bien-être physique, mental et social, et non pas seulement une absence de maladie. Donc vous le dites bien, il faut renverser la balance, agir en prévention avant la maladie. Comment est-ce que vous avez mis en place, quelque part déployé, mis en pratique cette démarche de responsabilité populationnelle? Voilà, donc c'est un modèle en fait qu'on a créé, testé et qu'on a déployé d'abord dans 5 territoires pilotes, maintenant 8, très bientôt 9 et très rapidement une quinzaine de territoires d'ici la fin de l'année, qui cherchent à concilier la nécessité impérative d'offrir le plus haut niveau de soins à chaque Français où qu'il habite, avec la nécessité d'une flexibilité qui doit exister pour s'adapter à chaque territoire. Et donc, ce modèle qu'on a construit s'appuie sur un certain nombre, en vérité, de besoins. La première chose, c'est qu'il faut connaître les besoins de santé de la population de notre territoire. En pratique, ce modèle, on l'a développé autour de 2 populations cibles, les personnes atteintes ou à risque de diabète de type 2, les personnes atteintes ou à risque d'insuffisance cardiaque. Donc, la première étape, c'est de savoir, mais quels sont les besoins de santé de ces populations? De quoi a l'air concrètement une personne à risque de diabète? De quoi a l'air une personne
un peu malade, avec un diabète stable. Et de quoi a l'air une personne très, très, très malade et qui a aussi du diabète. Même chose pour l'insuffisance cardiaque. Donc, la première étape, c'est de connaître, pas une connaissance théorique, mais une connaissance opérationnelle, connaître les besoins de santé de la population de notre territoire. La deuxième étape, c'est bien sûr de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, c'est-à-dire, d'après les meilleures connaissances médicales, scientifiques, qu'est-ce qu'il faut faire pour chacune de ces personnes pour la garder dans le meilleur état de santé possible. Donc, de quoi a l'air une personne à risque de diabète? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces personnes-là? De quoi a l'air une personne un peu malade? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien sûr, cette connaissance, disons cet état de l'art, doit être couplée avec la réalité des territoires. Et donc là, il s'agit d'organiser concrètement des réunions avec tous ceux qui touchent à la population, donc les hospitaliers, les libéraux, les collectivités, les patients même qui participent à ça pour dire, bon, chez nous, de quoi a l'air notre population atteinte ou à risque de diabète? Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'on les trouve bien? Les gens à risque de diabète, où est-ce qu'on va les trouver? Comment? Avec quelle association? Comment on va s'organiser pour faire? Et une fois qu'on en trouve un, eh bien, qu'est-ce qu'on fait derrière? Est-ce qu'il a un médecin traitant? Si oui, il n'en a pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour chacun? Et ainsi de suite, jusqu'en haut de la pyramide. Donc, quel traitement, quel médicament, quel suivi, quel examen et qui fait chaque examen? Donc, c'est vraiment une construction très locale d'une stratégie de santé, de prévention, je répète, primaire, secondaire, tertiaire, qui est couplée avec des standards d'excellence. Puisque c'est ce traitement pour une personne, disons, dans la strate 2 du diabète, pour utiliser un peu le jargon de la responsabilité populationnelle, ce médicament pour une personne de la strate 2, c'est toujours le même. Et il n'y a pas de raison qu'il soit différent en fonction du territoire. En revanche, ce qui va changer, c'est bien sûr l'organisation qui va être mise en place pour s'assurer que ce soit fait. Vous avez tout à l'heure dit qu'il y avait 5 territoires tests, 8 maintenant et bientôt 9. Est-ce qu'on peut prendre un exemple concret? Admettons, je ne sais pas, vous avez la Cornouaille, les Deux-Sèvres, le Douaisis ou la Haute-Saône et voir comment est-ce que ce programme de responsabilité populationnelle a été accueilli, a été accepté, parce que vous dites vraiment il faut que l'ensemble des personnels soignants, praticiens et paramédicaux adhèrent. Sinon, ça ne marche pas. C'est bien ce que vous nous avez dit. Est-ce que ça a été simple de le déployer? Comment ça a été accueilli? En fait, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire que les professionnels de santé français comprennent très rapidement cette logique. On a développé, en s'appuyant sur des expériences étrangères, sur des partenariats, etc., toute une méthodologie pour permettre aux acteurs de ce terrain de bien travailler. On a développé aussi avec les sociétés savantes ces fameux standards de stratification, donc une pyramide du diabète qui va des gens à risque aux gens très malades, qu'on peut projeter sur chaque territoire, ce qui permet à chacun de savoir chez eux il y a combien d'habitants. Après, la partie dont vous parlez, c'est il faut s'asseoir ensemble pour construire cette stratégie de santé. Et la réaction dans les 5 territoires, qui sont très différents, a été partout très bonne. Il n'y a eu aucune difficulté à construire ces groupes, à travailler. Donc, c'est quand même un travail assez solide. Hein. C'est plusieurs réunions le soir, en travaillant par strate. Donc, ce soir, on va discuter des gens à risque de diabète chez nous, des gens un peu malades, ainsi de suite. Donc, c'est un travail assez sérieux qui est nécessaire. Puisque tout ce temps-là qui va être investi sur déjà la connaissance mutuelle, c'est-à-dire se connaître entre acteurs de santé, se mettre d'accord sur des besoins, se mettre d'accord sur des parcours. Tout ce travail-là qui doit être investi au début, après donner une base extrêmement solide pour déployer le programme à très, très grande échelle. Et dans ces 5 territoires, on n'a eu aucune difficulté, en fait, à remplir les réunions. Même, on a dû refuser des participants parce qu'il y avait trop de monde. Et ça montre que les professionnels de santé français, qu'ils soient libéraux, hospitaliers, et même plus large, les collectivités qui ont participé à ça, les associations, en fait, comprennent très bien cette logique et voient qu'en fait, c'est un modèle très, très, très pratique qui s'attaque directement à leurs soucis du quotidien. Et donc, ça fonctionne très bien. C'est un modèle pratique, vous venez de le dire. Est-ce que c'est aussi un modèle vertueux? On a parlé de l'accueil. Est-ce que les résultats sont déjà là? Et notamment dans la prise en charge des patients et peut-être surtout dans le suivi. On dit que c'est très important en termes de prévention, le suivi et l'évaluation de ces politiques. Donc, on a pu commencer le déploiement du programme lui-même, donc suite à ces réunions, vers janvier 2022, en sortie de COVID. Donc, en 1 an et demi, dans nos 5 territoires pilotes, la première étape, c'est aller chercher les gens qui devraient profiter de ce programme. Donc ça, c'est tout un travail d'aller vers. Dans nos 5 territoires pilotes, on est à près de 900 actions
d'aller vers les populations les plus à risque. Et ça reflète tout ce travail de maillage de connaissances. Donc, évidemment, on s'appuie sur les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, les centres d'examen, de l'assurance maladie, tout ce qu'on peut mobiliser localement, ce qui donne un très, très gros impact local. Donc, ces 900 actions, ça conduit au dépistage de 15 000 personnes à risque. Donc, c'est des résultats vraiment massifs en termes de volume. On suit aujourd'hui dans les 5 territoires pilotes 4 000 patients dans ces parcours par strate et on peut démontrer un impact très fort sur, par exemple, l'utilisation des urgences. Donc, on voit bien qu'un bon programme comme ça, bien construit, eh bien, les personnes qui ont du diabète devraient venir à l'hôpital au bon moment, pas par les urgences. Et effectivement, on voit une réduction d'à peu près 1/3 de la part d'admission par les urgences pour les patients diabétiques dans ces 5 territoires, ce qui est un résultat extrêmement impressionnant. Et un enjeu énorme aujourd'hui où les urgences sont engorgées, bien sûr. On voit aussi la capacité à programmer l'hospitalisation, puisqu'une personne dans un bon parcours, eh bien, il va voir son médecin généraliste. Le médecin généraliste va dire, oh, je pense que ce serait quand même bien de voir une équipe à l'hôpital, un diabétologue. Et donc, on peut programmer les hospitalisations. Et de fait, la part de séjours ambulatoires dans nos 5 territoires pilotes pour les patients diabétiques a augmenté de plus de 20 %. Et pareil, la part des longs séjours, donc des séjours de plus de 6 jours pour ces patients, a diminué de moitié. Donc, on voit des résultats très impressionnants et très rapidement, ce qui montre aussi la force qui existe dans notre système, ce qui montre qu'on peut le faire. Donc ça, c'est des résultats, je dirais, au niveau organisationnel, Oui. dans les hôpitaux, dans les parcours de soins. Et les résultats pour les patients eux-mêmes, pour les populations. Ce qu'on voit aujourd'hui, évidemment, il est trop tôt en 2 ans pour vous dire qu'il y a moins de diabétiques en Haute-Saône. On est bien d'accord. Ce qu'on va viser, c'est effectivement, on commence à regarder est-ce qu'il y a des réadmissions pour des complications du diabète. On voit des effets là-dessus. Et on a aussi des enquêtes. Donc là, il s'agit simplement d'appeler les patients. Et effectivement, les patients, on a eu très peu de patients qui ont arrêté leur suivi. Et les retours qu'on a des patients, c'est qu'ils sont très satisfaits du modèle aussi. Et bien sûr, on travaille sur le terrain avec les associations de patients qui sont des opérateurs de ce programme, au même titre que les médecins, donc qui font des actions de prévention avec nous, qui font des actions, disons, d'éducation, de vivre avec le diabète, vivre avec l'insuffisance cardiaque. Donc, les patients sont vraiment des partenaires au même titre que les médecins hospitaliers, que les autres. Et ça, on voit un effet très, très fort là-dessus. Donc, il y a toutes les raisons d'espérer, et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut constater sur des modèles un peu similaires qui existent à l'étranger. Effectivement, qu'on va voir une diminution, en tout cas un ralentissement, si on veut, de la montée dans la pyramide, puisque c'est ce qu'on veut. C'est-à-dire, c'est essayer de garder des gens, malheureusement, pour qui un diabète se déclare, essayer de les garder dans le meilleur état de santé le plus longtemps possible, éviter que des complications s'accumulent avec des mauvais résultats de santé. Vous l'avez abordé, il y a tout un enjeu aussi de partage de l'information. Donc on a vu comment vous étiez allé chercher ces personnes à risque, comment vous les avez suivies, comment vous avez commencé à évaluer les bénéfices à la fois pour l'organisation du système de soins mais aussi pour ces personnes. Comment est-ce que vous arrivez finalement à coordonner aussi le partage des données pour aller vers un suivi et on peut peut-être parler du dossier médical des patients. C'est un enjeu aussi. Oh, c'est une excellente question et je dirais que c'est notre enjeu principal aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on voit que le modèle fonctionne, on voit que les professionnels, les patients sont capables de travailler comme ça, ils apprécient ce mode de travail. Mais pour le moment, on voit bien aussi que si on veut être en capacité de suivre, d'adresser ces populations au volume qu'on souhaite atteindre. C'est-à-dire que dans un territoire, disons dans l'Aube, vous allez avoir à peu près 12 à 15 000 personnes qui sont atteintes de diabète, à peu près 100 000 personnes, ce qui est énorme, pour lesquelles il faut faire quelque chose en lien avec la prévention du diabète. Là, ça pose très clairement la question de l'enjeu d'un système d'information partagé qui permet à chacun, que ce soit l'infirmière, le pharmacien, le médecin, l'hôpital, de savoir, mais ce patient-là, est-ce qu'il est dans le programme? Oui, non, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour le moment, des outils comme le DMP offrent certaines potentialités. On voit comment on pourrait les utiliser, mais très clairement, c'est notre principal enjeu opérationnel aujourd'hui, avec quand même des motifs d'espoir. Dans certaines régions, en Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, il y a eu un investissement important de l'Agence régionale de santé pour essayer de développer des outils, donc qui permettent effectivement à n'importe quel professionnel de stratifier, d'intégrer des patients dans le programme avec bien sûr leur consentement, de suivre ce consentement, de suivre le parcours. Donc, on commence à voir des développements dans ce genre-là. Ce qu'on sait aussi, c'est que ce genre de technologie qui est nécessaire
à des modèles de responsabilité populationnelle existe et est très largement utilisé à l'étranger. Donc, ce n'est pas tellement une frontière technologique, c'est plus une frontière, j'ai envie de dire aujourd'hui, de modèle de système d'information qu'on veut. C'est-à-dire que cet enjeu de dire, eh bien, on a un patient en commun, on a une population en commun, et donc on doit avoir un système d'information en commun. Ça, c'est, j'ai envie de dire, la prochaine frontière pour le modèle. C'est presque plus culturel alors que technologique, c'est ce que vous semblez dire. Culturel, je ne sais pas, puisqu'on voit bien que quand on pose la question à un médecin, il va nous dire, mais bien entendu, c'est ce qu'il nous faut. Alors, bien entendu, c'est ce que je voudrais. Quels sont les freins alors que vous identifiez très clairement? Cette conception, c'est quelque chose quand même qui est assez nouveau. Le virage, d'ailleurs, on le voit même au niveau des autorités, c'est-à-dire le virage vers la prévention, c'est quelque chose qui est assez récent. C'est quelque chose qui est nouveau et qui est important. C'est-à-dire qu'il y a une orientation importante qui a été prise vers la prévention. Et bien maintenant, il faut décliner cette orientation politique en outils pratiques pour les professionnels. Et donc, j'ai envie de dire, ça suit un peu le rythme normal de très, très grande transformation d'un système de santé. Donc, ce ne sont pas des freins au niveau de la CNIL ou au niveau de la surveillance des données? Ah non, ça, honnêtement, je ne pense pas, puisque bien entendu, on va recueillir le consentement du patient. Ce qui est en fait, c'est important plus que d'un point de vue réglementaire, c'est important du point de vue de l'engagement du patient lui-même, puisque le maintien en santé d'une personne, en fait de n'importe quelle personne, mais dépend en priorité de l'individu, d'une personne et de son engagement à dire, ben oui, je vais essayer de faire mon possible, je vais essayer d'écouter. Et donc, le consentement est nécessaire pour ça, que la personne soit consciente qu'elle s'engage avec nous. On va l'aider le mieux qu'on peut, mais c'est d'abord elle qui doit... donc, ça, sur le consentement, il n'y a pas de problème. Sur le partage des données, les règles qui existent en France autour de la circulation de l'information médicale et clinique au sein d'une équipe de soins nous permettent tout à fait de travailler. Après, il y a aussi, bien sûr, d'autres obstacles, c'est-à-dire il y a des obstacles en termes de standardisation des données, d'interopérabilité, etc. Mais ce n'est pas tellement, j'ai envie de vous dire, des obstacles réglementaires, c'est plus des obstacles techniques à ce stade qu'on est en capacité de lever un par un. Alors, ça va dans le sens de ma prochaine question. Finalement, vous disiez 5 territoires, 8 territoires, bientôt 9. À quand cette démarche au niveau français et sur tout le territoire français? Là, vous venez d'identifier très clairement un des freins technologiques à un développement à grande échelle. Est-ce que ce grand développement à grande échelle est possible? Est-ce qu'il est souhaitable? Est-ce qu'il fait partie de vos objectifs? Et si oui, quand? Eh bien, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la première chose, c'est que tous nos voisins arrivent là. Et ils y sont déjà. Si vous allez en Catalogne, si vous allez au Danemark, si vous allez en Italie, si vous allez même en Angleterre, vous voyez des gens qui travaillent déjà comme ça. Avec, bien entendu, est-ce que c'est toujours simple? Bien sûr que non. Ce sont des grandes transformations, mais tout le monde arrive un peu au même point parce que les besoins de santé l'exigent. Alors, la ministre de la Santé, hier, dans son discours d'ouverture à Santexpo, a énoncé très clairement que la responsabilité populationnelle, ce modèle, était déterminant pour l'avenir de notre système de santé. Et maintenant, ben, on est là. C'est-à-dire, on voit que le modèle fonctionne, on voit que les professionnels embarquent, on voit qu'au niveau territorial, il y a une appétence très forte en disant, mais il faut le faire chez nous. Et donc, maintenant, on voit qu'on a des agences régionales de santé aussi qui commencent à investir le modèle, à développer chez eux des programmes de soutien à ces démarches territoriales. Donc, on arrive vraiment, je pense, à cette étape où dire, ben, comment est-ce qu'on conçoit un modèle qui est à la fois national, mais qui est très territorial. Et on est là aujourd'hui, avec quand même des motifs d'espoir très sérieux. Pour citer la ministre hier, on voit qu'on va y arriver. Et par rapport pour avoir pu discuter de ces questions-là avec de très nombreux confrères, collègues étrangers, je peux vous assurer qu'on n'a pas à rougir de ce qu'on fait en France. Au contraire, on peut faire mieux, on peut aller plus vite, plus loin que tous nos voisins pour atteindre des meilleurs résultats de santé. J'aimerais peut-être vous poser une dernière question parce que ça a attisé ma curiosité. Vous parliez dans cette démarche de responsabilité populationnelle d'une redistribution d'une partie des économies réalisées pour les acteurs de santé, le fameux article 51. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que je trouve que vous disiez que l'accueil avait été tout à fait positif, mais c'est incitatif encore. Enfin, il y a un côté incitatif pour le coup. Tout à fait. C'est-à-dire que très souvent, la question, c'est mais quid du modèle financier? Donc, il y a des modèles, effectivement, qui existent à l'étranger,
qui est de dire, bien, sur cette population donnée, si on arrive collectivement à, bien sûr, améliorer la santé de cette population, mais aussi à contrôler les dépenses, est-ce qu'il n'est pas possible de redistribuer une partie des économies? C'est des modèles, comme je vous dis, qui existent à l'étranger, qui ont fait leurs preuves, qui sont techniquement compliqués à mettre en œuvre, là, vraiment, en termes d'analyse des données, de puissance statistique, c'est très complexe, mais ça existe. Mais il y a aussi d'autres modèles aussi qui peuvent être plus simples, de dire, mais si on s'engage collectivement, nous, un consortium d'acteurs de santé sur ce territoire, eh bien, est-ce qu'on ne peut pas, si on réussit à augmenter massivement ces actions de prévention primaire, d'aller vers, si on réussit à diminuer la part des urgences, bien, pour moi, il est tout à fait envisageable que cet effort-là soit reconnu. Et ça, c'est des choses qui sont relativement simples à mettre en place. Et il ne faut pas oublier que pour le reste, même si notre modèle de financement n'est pas parfait, en fait, l'essentiel des choses sont déjà payées. Une consultation chez le médecin généraliste, heureusement, aujourd'hui, est payée. Une visite d'infirmière à domicile aussi. La délivrance de médicaments par un pharmacien d'officine, idem, et à l'hôpital. Ce qu'on veut, c'est s'assurer qu'à chaque moment, à chacune de ces rencontres, on pose les bonnes questions et on fasse les bonnes choses. Et donc ça, la différence entre une mauvaise prescription ou une consultation qui ne sert à rien et une bonne consultation où on a pu avoir la bonne information et agir, dans les deux cas, c'est payer le même montant. Donc, essayons de faire la bonne chose. Merci beaucoup, Antoine Malone. Merci à vous. Responsable du pôle Prospective Europe Internationale à la FHF, la Fédération hospitalière française.